tous, Steve Nadjar au micro du 14h de Radio J. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée à la signature des accords d'Abraham. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Vous pouvez nous suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition spéciale, dans quelques minutes, le direct de Jérusalem avec notre correspondante permanente Pascal Sunshine. Plusieurs experts interviendront tout au long de l'après-midi. L'historien Alexandre Adler, le chercheur Jean-Loup Samahan ou encore le directeur des rédactions Alexis Lacroix. On rejoindra après 15h Dubaï où nous attendra le Chazan et cofondateur de la synagogue locale. Mais on fait d'abord le point sur les dernières nouvelles avec le journal Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Steve. Journée historique donc, Israël entérine son accord avec les Émirats arabes et le Bahreïn depuis la Maison Blanche. Cela se passera à Washington à midi, heure locale, soit 18h en France. Une cérémonie présidée par Donald Trump à laquelle participeront 1000 personnes environ. L'État hébreu signera 3 documents, 2 accords de normalisation, l'un avec les Émirats arabes unis, le second avec Bahreïn. Un 3e texte obtiendra la signature de l'État hébreu et des 2 pays du Golfe. Une poignée de main historique entre le chef du gouvernement israélien et le représentant arabe n'est pas exclu selon un haut responsable américain. Il a souligné que tous les participants auront auparavant été testés au coronavirus. L'accord israélien Gabriel protège les intérêts de Bahreïn face à la menace iranienne, c'est ce qu'a déclaré un ministre bahreïni. Ce n'est pas un abandon de la cause palestinienne, c'est pour renforcer la sécurité des Bahreïnis et leur stabilité économique, a affirmé le ministre de l'Intérieur de l'État du Golfe. L'Iran a choisi de se comporter de manière dominante sous plusieurs formes et est devenu un danger constant qui nuit à notre sécurité intérieure, a ajouté ce ministre, précisant qu'il était sage de prévenir les dangers. Des accords de normalisation qui seront mis en œuvre progressivement pour empêcher l'État hébreu d'annexer des parties de la Judée-Samarie. C'est une information révélée par Bloomberg. Les accords seront appliqués en 3 phases. Les 2 pays n'échangeront pas d'ambassadeurs dans l'immédiat, mais commenceront par une coopération économique suivie d'une coopération en matière de sécurité et de renseignement et à la fin des relations diplomatiques complètes. Les Émirats cherchaient à la fois à garantir qu'Israël n'applique pas la souveraineté sur certaines parties de la Judée-Samarie dans un avenir proche et à maintenir la pression sur les États-Unis pour qu'ils achèvent la vente prévue d'avions furtifs F-35 auxquels Israël s'est opposé. De son côté, Gabi Ashkenazi appelle les Palestiniens à négocier avec Israël comme le font les Émirats. Dans une interview au quotidien émirati Al-Ittihad, le ministre des Affaires étrangères israélien appelle les dirigeants palestiniens à retourner à la table des négociations. Ces accords renforcent la compréhension que le moment est venu d'aller de l'avant et soulignent le fait qu'il ne fallait pas rester coincé dans le passé, a ajouté Gabi Ashkenazi. L'actualité sanitaire maintenant en Israël. À 3 jours du début du reconfinement, le bilan du nouveau coronavirus s'alourdit encore. 4973 nouveaux cas de contamination ont été rapportés les dernières 24 heures. L'État hébreu compte 40 689 cas actifs. Parmi eux, 533 patients sont dans un état grave et 140 sous assistance respiratoire. 1141 personnes sont décédées de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. On apprend également que l'aéroport Ben Gurion restera bien ouvert alors que le trafic des bus sera lui réduit de 50%. Les citoyens quittant le pays devront présenter un billet valide 4 heures avant leur vol et ils seront ensuite autorisés à voyager à plus de 500 mètres de leur domicile pour arriver à l'aéroport. Les Israéliens qui reviennent des pays dits rouges devront toujours être mis en quarantaine. Justice, le premier groupe de témoins dans le procès pour fraude fiscale de Benyamin Netanyahou a été révélé. Dans cette affaire 4000 Bezekwala, 3 noms clés sortent du groupe initial de témoins. Ilan Yeshua, l'ancien directeur général du ministère des Communications, Avi Berger et l'ancien assistant de Netanyahou, Nir Hefetz. Le premier a révélé à la police que Bezek et le propriétaire de Walla, Shaul Elovitch, ordonnaient un changement systématique de couverture de Benyamin Netanyahou afin qu'elle soit positive. Berger a été congédié par le chef du gouvernement parce qu'il s'opposait aux changements de politique qui ont favorisé Bezek comme étant inapproprié et non professionnel. Et Nir Hefetz est l'un des autres témoins clés de l'État qui s'est retourné contre son ancien patron, fournissant une grande partie du récit d'être l'intermédiaire qui a géré les ordres du Premier ministre à Elovitch et Yeshua concernant la couverture de Walla. Politique internationale maintenant, Mike Pompeo a martelé que les États-Unis empêcheront l'Iran d'acquérir des armes russes et chinoises. Des déclarations du chef de la diplomatie américaine alors que l'embargo sur les armes iraniennes expire le 18 octobre prochain, dans un peu plus d'un mois. À compter du 20 septembre, les États-Unis devraient affirmer que les sanctions seront de nouveau en place. Donald Trump lui promet une riposte, je cite, 1000 fois plus forte à toute attaque de l'Iran. Ces déclarations du président américain font suite aux révélations du site d'information Politico
Politico. Il affirmait hier que Téhéran projetait d'assassiner l'ambassadrice des États-Unis en Afrique du Sud, Lana Marks, proche de Donald Trump. La menace détectée depuis le printemps dernier est devenue plus précise ces dernières semaines, d'après les sources de Politico, alors que Téhéran entend venger la mort de son général Qassem Soleimani, tué en janvier dernier par une frappe américaine en Irak. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a affirmé hier qu'il prenait ces informations au sérieux. L'actualité en France maintenant, 10e jour du procès des attentats de janvier 2015. La cour d'assises spéciale se penche aujourd'hui, depuis ce matin, sur la cavale des frères Kouachi en dehors de Paris. Elle entend un enquêteur des services antiterroristes qui va retracer la fuite des terroristes. Le seul présent à être renvoyé pour complicité d'actes terroristes, Ali Riza Polat, a déclaré vouloir s'expliquer. Et on rejoint maintenant par téléphone avec plaisir Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. Vous avez suivi pour nous cette matinée d'audience. Que faut-il en retenir ? Oui, c'est une matinée un peu particulière parce que vous l'avez dit, c'est d'abord l'audition d'un spécialiste de l'antiterrorisme qui a mené des enquêtes, mais des enquêtes qui finalement n'ont pas apporté beaucoup d'éléments d'information sur les frères Kouachi, sur le fait qu'ils avaient fomenté un attentat de façon précise. Tout cela reste confus, en effet, et en revanche, certains avocats de la partie civile, Maître Metzger en l'occurrence, a souligné le rôle qu'ont pu jouer des individus qui ne sont pas présents sur le banc des accusés aujourd'hui, Farid Benyetou et Jamel Begal, les deux grands absents, alors que Farid Benyetou est le mentor des frères Kouachi, qui lui ont tout enseigné la religion et même le maniement des armes, cette fameuse filière aussi des buts de Chaumont qui pourrait être liée à ces attentats, pour dire très précisément que, en l'occurrence, l'attentat commis sur Charlie Hebdo par les frères Kouachi aurait pu être aussi un attentat à caractère antisémite, selon les informations que nous pouvons recueillir en ce moment. Michel, qu'est-ce qu'on attend pour cet après-midi ? Alors, en effet, il y a un complice direct des assassins Kouachi qui est sur le banc des accusés, personnage haut en couleur, Polat, qui a annoncé vendredi dernier qu'il allait faire des révélations fracassantes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de journalistes aujourd'hui se sont massés au palais de justice, au tribunal judiciaire de Paris. Des informations, alors on pourra peut-être en parler en direct cet après-midi sur Radio J, si toutefois justement ces annonces fracassantes étaient faites par l'individu Polat. Merci Michel Zerbi qui suit pour nous le procès des attentats de 2015. La suite du journal Gabriel, la commission d'enquête du Sénat auditionne depuis ce matin le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. La commission est chargée d'analyser la stratégie de l'État pour lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus. Les Allemands ont été plus sages que nous sur la distanciation physique, c'est très clair, mais il y a une culture ancienne qui est autour de ça, a estimé le professeur interrogé sur la gestion de l'épidémie dans les autres pays européens. Et Jean-François Delfraissy a émis un regret sur la gestion dans les EHPAD. Nous avions repéré d'emblée et on a d'emblée donné un certain nombre de consignes et de recommandations pour la prise en charge des anciens dans les EHPAD. Mais entre cette vision sanitaire et cette vision de laisser vivre les anciens, on s'est bien aperçu que les EHPAD étaient d'ailleurs beaucoup moins médicalisés qu'on ne pensait, premièrement. Deuxièmement, que l'organisation autour de la prise en charge médicale dans les EHPAD était quelque chose de complexe, ce qu'on avait d'ailleurs signalé depuis longtemps dans d'autres... Jean-François Delfraissy. Gabriel, sur le plan sanitaire, 6158 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés. Le pays compte désormais plus de 387 000 cas confirmés de contamination. Santé publique France a rapporté 34 décès supplémentaires les dernières 24 heures. Le pays totalise 30 950 morts depuis le début de la pandémie en mars. Et puis des nouvelles de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien chef d'État français a été hospitalisé hier après-midi à l'hôpital Georges Pompidou. L'ex-président de la République se serait plaint de problèmes respiratoires. Selon des sources concordantes, il a été admis en service de réanimation. L'entourage du chef de l'État n'est pas en capacité de confirmer l'information du Parisien. Son fils Louis a indiqué n'avoir aucun commentaire à faire sur l'état de santé de son père. Il a un certain âge avec des moments plus ou moins en bonne forme. Pour le reste, c'est de l'interprétation, a-t-il ajouté. Merci Gabriel Attal.
Avant de retrouver en Israël Pascal Zonshine, je voudrais d'abord vous faire écouter cette déclaration hier soir de Benjamin Netanyahou. Installé dans un jardin à Washington, le Premier ministre israélien tient quelques feuilles blanches à la main et il souligne le moment historique qui s'annonce dans les heures à venir. Je vous propose d'écouter le Premier ministre israélien. Je tiens dans ma main un brouillon du traité de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis, ainsi que celui de la déclaration de paix historique entre Israël et Bahreïn. Nous avons travaillé pour cela de très nombreuses années. Ce moment arrive demain. C'est un tournant profond dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du Moyen-Orient. Cela aura un effet énorme et positif pour tous les citoyens d'Israël. Je vous promets également, au regard de ce que je vois ici, que d'autres pays sont sur le chemin. Et alors même que je suis occupé avec cette importante affaire politique, je n'oublie pas un seul instant que ce sont des jours difficiles pour chacun d'entre nous. J'ai parlé aujourd'hui à la fois avec les ministres des Finances et de la Santé, et demain soir, lorsque je rentrerai en Israël, nous continuerons à travailler pour vous, citoyens d'Israël, pour surmonter le coronavirus et apporter également la paix. Voilà, c'était Benjamin Netanyahou hier soir depuis Washington. 14h11, on rejoint tout de suite notre correspondante permanente en Israël. Bonjour Pascal Zonshine. Bonjour Steve Nadjar. On vous retrouve Pascal pour votre direct de Jérusalem. Pascal, nous sommes à un peu plus de 3 heures maintenant de l'ouverture de la cérémonie relative à la signature des accords dits d'Abraham. Comment les Israéliens vivent-ils, Pascal, depuis ce matin, ces heures absolument historiques ? Ces heures historiques, en fait, elles sont là, elles sont présentes, on en parle, mais un petit peu comme à travers une vitre ou quelque chose qui ferait une sorte de cloison, une séparation entre le monde réel et ce qui est en train de se dérouler à Washington. C'est vrai que pour l'instant, on compte plus les heures qui séparent le pays du reconfinement que de la signature de l'accord de paix avec les Émirats et de la déclaration de principe avec Bahreïn. Il y a effectivement quelque chose comme un décalage dans cette réalité, même si on est conscient, bien évidemment, que, comme vous l'avez dit, Steve, cette heure est réellement historique. Autrement dit, Pascal, si je vous comprends bien, cette avancée diplomatique importante ne fait pas de l'ombre à l'actualité sombre du coronavirus. Malheureusement, elle a, je dirais, un petit effet euphorisant qui vient justement peut-être éclaircir un petit peu des heures sombres, mais pas suffisamment pour faire oublier l'angoisse liée à la situation sanitaire. Rien à voir donc, Pascal, avec 1993 ou encore les accords de Camp David avec l'Égypte. On est dans une autre, totalement un Absolument autre moment. Rien. Oui, tout à fait. Que ce soit d'ailleurs, quel que soit le type de sentiment auquel on pense, puisqu'à ce moment-là, c'était une euphorie mêlée en même temps d'angoisse, parce qu'on entrait totalement dans l'inconnu, mais concentré sur cet événement proprement dit. Là, ce sont deux choses séparées, c'est-à-dire que oui, il y a une joie d'une paix avec deux nouveaux États arabes, ce qui est quand même absolument considérable. De l'autre côté, l'angoisse de l'inconnu n'est pas liée au futur, au devenir de ces relations, mais bien à ce qui se passe aujourd'hui en termes de nouveaux cas de Covid en Israël. Pascal, on l'a écouté il y a quelques instants, Benjamin Netanyahou souligne dans sa communication qu'il n'oublie pas une seule minute de gérer la situation sanitaire dans le pays, que ces accords d'Abraham, par ailleurs, profiteront économiquement aux Israéliens. Dans quelle mesure ces accords peuvent-ils permettre au Premier ministre de redresser un petit peu la barre alors que sa cote de popularité est celle de son parti, le Likoud, chute un peu, c'est dans les derniers sondages? C'est effectivement un euphémisme, mais je crois que là encore, ce sera beaucoup affaire de communication. On se doute bien que l'établissement de relations économiques, c'est-à-dire la concrétisation de cette normalisation des relations, ne va pas se faire en quelques jours, ni même en quelques semaines. Ça va prendre des mois. Avant de voir des transactions se réaliser, avant de voir des entreprises passer des marchés avec des clients émiratis ou bahreïnis et avec des revenus qui vont arriver en Israël, de la création d'emplois, etc. C'est évidemment ce sur quoi on mise, mais avant de voir ce résultat concret, ça va prendre du temps. Donc en fait, je crois qu'il faudrait là-dessus
communiquer plus abondamment et plus clairement sur quel secteur serait susceptible de bénéficier de cette manne économique et avec quel ordre de grandeur. Alors oui, on a entendu Benjamin Netanyahu parler de milliards de dollars qui pourraient être injectés dans l'économie israélienne. C'est possible et c'est évidemment ce que les Israéliens Mais ce n'est pas attendent. pour tout de suite. Mais ça n'est pas pour tout de suite. Pascal, un dernier mot avant de réaliser une petite pause. On évoque d'un côté un traité de paix avec les Émirats arabes unis et de l'autre une déclaration de paix avec Bahreïn. Qu'est-ce que ça change sur le fond, notamment concernant le droit de regard de la Knesset sur ces accords ? Ben justement, dans le cadre des relations avec les Émirats arabes unis, on est là sur un traité bilatéral. Israël s'engage. Donc il y a des clauses, il y a des engagements mutuels sur lesquels effectivement la Knesset aura un droit de regard et plus qu'un droit de regard. L'autre, c'est une déclaration de principe. De toute façon, il faut d'abord voir le contenu de ces textes qui sont soigneusement dissimulés jusqu'à la dernière minute. Mais disons oui, d'un point de vue juridique, évidemment, un accord est beaucoup plus engageant qu'une déclaration de principe, même si la déclaration de principe n'est que l'étape préalable. Simplement, probablement, par manque de temps, les parties auraient voulu arriver déjà avec 2 accords prêts, mais là, il fallait aller beaucoup trop vite et en quelques semaines, c'était impossible. Merci Pascal, on vous retrouvera tout à l'heure, un peu plus tard dans cette édition pour vous écouter, pour nous éclairer sur cet accord historique, cet accord d'Abraham. À tout à l'heure Pascal. À tout à l'heure, Steve. On va marquer une pause à 14h16, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale en compagnie de l'historien et géopolitologue Alexandre Adler. Le directeur des rédactions Alexis Lacroix me rejoindra également. Vous êtes bien sûr Radio J, à tout de suite. 14h19, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J, édition spéciale consacrée aux accords d'Abraham. Steve Nadjer au micro, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. 14h donc exceptionnel. Alexis Lacroix, le directeur des rédactions, m'a rejoint. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et nous sommes maintenant au téléphone avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alexandre, on vous retrouve tous les dimanches sur Radio J pour l'émission de géopolitique. J'ai le plaisir d'animer. Un petit problème de son en régie. Non, tout va bien, on me dit. Bon. J'ai un petit problème de retour de son à l'oreille. Alexandre, on vous retrouve tous les dimanches pour l'émission de géopolitique Mondovision que j'ai le plaisir d'animer à vos côtés. Alexandre, on associe souvent le qualifique historique à ces accords d'Abraham qui seront signés tout à l'heure à la Maison-Blanche. Pourquoi sont-ils historiques selon vous si on les replace sur le temps long de l'histoire diplomatique de l'État hébreu ? Parce que jamais, sous une forme légitime, le monde arabe n'a accepté l'existence d'un État juif au cœur même de ce monde, c'est-à-dire en Eretz Israël. Et que, bien entendu, il existe un faux ami, si j'ose dire, en arabe, qui est le terme salam. Salam ne signifie pas du tout la paix, comme on le pense normalement, puisque c'est le double de l'hébreu shalom. Non, ce n'est pas le shalom, c'est la trêve. Le salam veut dire qu'il y a un moment où on arrête les combats et on signe une trêve. Mais précisément à cause de cette acception, le salam n'est pas la paix, il est simplement la suspension des hostilités, l'armistice si on veut, et un armistice peut être repris et remis en cause simplement à la volonté. Et donc, en fait, la tradition de la halakha musulmane, c'est-à-dire en fait de la charia, est maintenue intégralement, notamment par Ibn Saoud, qui a été, en tant que gardien des lieux saints, le vrai détenteur avec le royaume d'Arabie Saoudite de la légitimité de l'islam dans ce domaine. Il est possible à tout moment de faire des trêves, mais il n'est jamais possible d'accepter véritablement une paix définitive. C'est vrai, bien sûr, pour Israël. C'est vrai aussi, et c'est extrêmement important, puisque la majorité des musulmans dans ce monde aujourd'hui sont en Asie, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est. Eh bien, c'est vrai aussi pour l'Inde, c'est-à-dire que l'Inde
a accepté la soumission à l'islam lorsqu'elle a été gouvernée par les grands moghols, c'est-à-dire des princes musulmans. Et dès lors qu'aujourd'hui l'Inde se veut non seulement laïque, mais brahmane et tout ce que l'on veut, eh bien, elle est évidemment dans le domaine de la guerre. Donc on peut, comme le fait le Pakistan, signer des paix, c'est-à-dire des armistices, mais fondamentalement, l'Inde devrait accepter la charia. Elle devrait accepter en tout cas que l'islam est la religion d'État de l'Inde, elle aussi. Et tant qu'elle ne l'acceptera pas, eh bien, on n'aura que des trêves. C'est la raison pour laquelle, évidemment, cette conception du salam, qui n'est pas le shalom, est évidemment profondément déstabilisatrice. Eh bien, un trait définitif est en train d'être signé par la volonté, justement, des gardiens des lieux saints, des dirigeants saoudiens qui sont les véritables détenteurs de la légitimité théologique de l'islam, en disant, avec Israël maintenant, ce n'est pas la paix, c'est la réconciliation, c'est-à-dire le sulk, c'est-à-dire la reconnaissance inconditionnelle du droit civil international et, bien entendu, les obligations que cela impose, y compris à tous ceux qui ont fait des trêves et des accords, comme l'Arabie Saoudite n'a jamais cessé de le faire, avec Israël. Alexandre Adler, une question. C'est autre chose, ce sont des relations diplomatiques. Alexandre Adler, une question d'Alexis Lacroix. Oui, Alexandre Adler, on comprend très bien votre raisonnement, mais certains de nos auditeurs continuent à s'interroger. Dans cette période un petit peu bénie qui précède de très près les fêtes de Tishri, ils se demandent si cette normalisation, puisque c'est le mot qui est employé, des relations diplomatiques entre l'État juif et le Bahreïn d'un côté, les Émirats arabes de l'autre, va être suivie en quelque sorte d'un effet domino, d'une traînée de poudre de normalisation avec le monde musulman dans son ensemble. Vous n'en doutez pas? Je n'en doute pas parce que je sais très bien que dans la traînée de poudre, que le véritable moteur aujourd'hui, c'est le royaume d'Arabie Saoudite. Je dirais presque besoin de l'appeler post-saoudite. Mais ce serait une erreur parce qu'il faut justement rester à la légitimité wahhabite que la famille d'Ibn Saoud et ses descendants ont petit à petit imposé au royaume unifié du Hejaz et du Nejd, qui est en fait le véritable royaume arabe de référence pour tout le monde musulman, y compris bien sûr les Turcs, les Iraniens, etc. Donc nous avons aujourd'hui la nécessité absolue de respecter cette légalité saoudienne. Et évidemment d'élever les Saoudiens au statut qui était celui, dans l'histoire biblique, d'Ishmaël, c'est-à-dire le frère. Or, nos lecteurs, nos éditeurs le savent très bien. Le début même de la liturgie de Rosh Hashanah, qui commence quasiment maintenant, c'est effectivement, car bien entendu, dans ces jours terribles où le verdict de Dieu est encore en balance, les 10 jours avant, évidemment, Yom Kippour, et notamment la Neïla, où le mur est enfin franchi. Mais avant que nous ne franchissions ce mur, viennent ces jours terribles, ces Yamim Noraim, où précisément, eh bien, c'est tout notre avenir qui est en jeu. Et quelle est la recommandation qui commence à Rosh Hashanah? Première liturgie. Ishmaël, c'est-à-dire notre frère Ismaël. Il y avait 2 frères, Israël et Ismaël. Ismaël est l'aîné, et il a été répudié par Abraham dans un moment dont celui-ci d'après des traditions midrashiques, c'est toujours voulu. Mais il a abandonné son frère aîné, son fils aîné. Et Ishmaël était donc dans une situation terrible, et le texte est extraordinaire quand on le lit véritablement avec un peu de tension prophétique, car il n'est pas flatté, Ishmaël. Qu'est-ce qui est dit que Agar, la servante en fait égyptienne ou arabe en réalité, qui était la mère d'Ishmaël, eh bien, était dans un état de tel désespoir qu'elle a appelé de Dieu sa clémence pour elle-même se suicider et tuer son fils. Alexandre, il te dit non, ton fils vivra et il sera à la tête d'un grand peuple.
mais en même temps, on lui dit sa main sera sur tous et la main de tous sera sur lui. Quelle meilleure description aujourd'hui encore de ce qu'est la vie du monde arabe avec ses guerres incessantes? C'est celle que nous vivons. Alexandre, c'est celle qui va cesser, c'est le soulk, la réconciliation. Parlons maintenant d'un autre personnage pas vraiment biblique. On lui prête beaucoup de défauts, notamment en raison de sa gestion de la crise de la Covid-19 ou encore de ses attaques contre les journalistes. Diriez-vous néanmoins, Alexandre, que Donald Trump a réussi là un grand coup diplomatique? Absolument. Et je pense aussi que Trump, qui est totalement totalement raccord avec les injonctions qui lui viennent d'Arabie Saoudite et de l'homme fort de l'Arabie Saoudite, Adel Jouber, qui est mon ami personnel et qui est l'instrument de toute cette stratégie. Il est lui-même un wahhabite de vieille souche, mais il est l'instrument de cette idée de réconciliation. Et vous pensez qu'il tient aujourd'hui, Alexandre Adler, vous pensez que Adel Jouber tient vraiment les rênes du pouvoir? Il a toute l'influence intellectuelle nécessaire pour mener à bien ces normalisations? Alors, en toute honnêteté, et c'est précisément là les Yamim Noraim, la réponse est encore non. Il n'a jamais été aussi proche de l'intégralité du pouvoir en Arabie Saoudite, mais il ne l'a pas. Et pourquoi ne l'a-t-il pas? Parce que le roi Salman, qui est lui-même de la branche dite des Soudaïri, les enfants d'Ibn Saoud, et de la même femme qui était très proche d'Ibn Saoud lui-même, eh bien, donc, les Soudaïri, dont donc le roi Salman est le dernier représentant aujourd'hui, sont des conservateurs très suspicieux, notamment de cette idée d'un rapprochement avec Israël auquel Adel Jouber, qui me l'a expliqué de manière totalement explicite à Paris et de manière répétée, et l'auteur. Et véritablement, là, il y a une opposition, car MBS, Mohammed Ben Salman, le fils du roi Salman, mais qui est encore prince héritier et qui n'est toujours pas, en fait, en charge des destinées du royaume, Mohammed Ben Salman, MBS, et son allié le plus étroit, qui est Mohammed Ben Nayef, c'est-à-dire le chef des Émirats, dirige véritablement une junte qui est absolument résolue à faire avancer définitivement la réconciliation des Wahhabites, Émirats et Arabie ensemble, et d'Israël. Merci beaucoup. Et cela, ce n'est pas rien. Merci beaucoup Alexandre Adler d'avoir été notre invité cet après-midi. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches avec grand plaisir sur Radio J à 16h05, sauf évidemment cette semaine pour l'émission de géopolitique Mondovision. Bon après-midi Alexandre et Shana Tova. À vous aussi, et espérons que ces Yamim Noraim seront extraordinaires. On l'espère aussi. Merci Alexandre. 14h30, le rappel des titres avec Gabriel Attal. Gabriel, rebonjour. Rebonjour. Journée historique donc au Moyen-Orient. Israël entérine son accord avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn à la Maison-Blanche. Cela se passera à Washington à midi heure locale, soit à 18h en France. Une cérémonie présidée par Donald Trump à laquelle participeront environ 1000 personnes. L'État hébreu signera 3 documents, 2 accords de normalisation, un avec les Émirats Arabes Unis, le second avec Bahreïn. Un 3e texte obtiendra la signature de l'État hébreu et des 2 pays du Golfe. Une poignée de main historique entre le chef du gouvernement israélien et les représentants arabes n'est pas exclue selon un haut responsable américain. Il a souligné que tous les participants auront auparavant été testés au coronavirus. Et ces accords de normalisation seront mis en œuvre progressivement pour empêcher l'État hébreu d'annexer des parties de la Judée-Samarie. C'est une information de Bloomberg. Les accords seront appliqués en 3 phases. Les 2 pays n'échangeront pas d'ambassadeurs dans l'immédiat, mais commenceront par une coopération économique suivie d'une coopération en matière de sécurité et de renseignement, et à la fin, des relations diplomatiques complètes. À 3 jours du début du reconfinement en Israël, le bilan du coronavirus s'alourdit. 4973 nouveaux cas de contamination ont été rapportés les dernières 24 heures. C'est un record en une seule journée. L'État hébreu compte plus de 40 000 cas actifs. Parmi eux, 533 patients dans un état grave et 140 sous assistance respiratoire. 1141 personnes sont mortes de la Covid-19 depuis le début de la pandémie.
Justice, le premier groupe de témoins dans le procès pour fraude fiscale de Benjamin Netanyahou a été révélé en début d'après-midi. Dans ce dossier 4000 Bezekwala, 3 noms clés sortent du groupe initial de témoins. Ilan Yeshua, l'ancien directeur général du ministère des Communications, Avi Berger et l'ancien haut assistant de Benjamin Netanyahou, Nir Hefetz. Le premier a révélé à la police que Bezek et le propriétaire de Walla, Shaul Elovitch, ordonnaient un changement systématique de couverture de Benjamin Netanyahou afin qu'elle soit positive. Et en France, 10e jour du procès des attentats de janvier 2015 de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Vincennes. La cour d'assises spéciale se penche depuis ce matin sur la cavale des frères Kouachi en dehors de Paris. Elle entend un enquêteur des services antiterroristes qui va retracer cette fuite. Le seul présent à être renvoyé pour complicité d'actes terroristes, Ali Riza Polat, a déclaré vouloir s'expliquer. Merci Gabriel, 14h30, on se retrouve dans quelques instants après quelques pages de pub pour la suite de cette édition spéciale consacrée aux accords d'Abraham. Dans quelques instants, on retrouvera Eric et Wina tout de suite. Tous les matins sur Radio J, 6h, 8h, Ilana Ferradian. Le terroriste lançant au policier à terre « Tu voulais me tuer ?» et son frère qui visait la tête avec un « Wesh frérot, on a vengé le prophète ». Aller mieux, oui, mais guérir, non. Certains attendent une guérison, que ce soit thérapeutique. Là, non. Il ne faut pas se tenir donc de cet ensauvagement. Il est juste le fruit de la critique d'Israël de manière outrancière durant plus de 40 ans et de nombreux manquements démocratiques également au sein de la société française. De l'information, du décryptage, de l'humour. C'est ça, Radio J. En France, des milliers de familles ne célèbrent pas les fêtes de Tishri. Depuis plus de 20 ans, Mazone pense à elle. À Rosh Hashanah, Mazone distribue des colis adaptés aux besoins de chaque famille pour qu'elle puisse fêter la nouvelle année dans la joie et la cacheroute. Chaque colis Mazone contient plus de 80 produits alimentaires. Pour 60 € seulement, préservez la vie juive. Offrez un colis Mazone. Offrez de l'espoir à ces familles. Envoyez vos dons à Mazone, 34 avenue Charles de Gaulle, 93 240 Stein, 01 48 21 00 30 et mazone.org. 48 heures pour Israël, c'est parti. À l'occasion de ses 100 ans, le Keren Hayesod lance une campagne exceptionnelle au profit de jeunes Israéliens en très grande difficulté. À partir du dimanche 13 septembre et pour 48 heures, chaque euro donné sera doublé par de généreux mécènes du Keren Hayesod. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire 100 fois plus pour Israël. Donnez et faites donner autour de vous du 13 au 15 septembre sur keren-hayesod.fr. Keren-hayesod.fr. Shana Tova. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Pour les fêtes de Tishri 5781, Judaïsme en mouvement, anciennement ULIF et MJLF, vous donnent rendez-vous du 18 au 28 septembre aussi en numérique pour assister à tous les offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Vivez et partagez en direct la ferveur des fêtes de chez vous, en famille ou entre amis. Inscrivez-vous dès maintenant via notre site internet judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Shana Tova. 14h36, la suite de cette édition spéciale avec une petite respiration maintenant. L'info en plus avec la chronique Israël Business, comme tous les mardis. Bonjour Eric Lewin. Bonjour Steve. Eric, on va revenir ensemble sur une introduction en bourse sur le Nasdaq dont vous nous aviez déjà parlé il y a 15 jours, celle de Nanox. Oui, je vous avais parlé d'une entrée en fanfare pour ce spécialiste de l'imagerie médicale avec son fameux scanner low cost. La frénésie sur le titre continue avec un cours de $50 actuellement. Après un plus haut de $66 il y a 2 jours. Je vous rappelle que l'introduction en bourse est faite fin août sur un niveau de $18 et quand j'en parlais, elle valait $25. Donc elle a doublé. Alors il ne s'agit pas de donner des conseils boursiers, mais il s'agit de voir quand il y a une success story. En fait, tous les gérants américains semblent vouloir acheter la société qui a conclu de forts partenariats avec des sociétés notamment d'intelligence médicale pour augmenter la probabilité de détection précoce des maladies. Les clients vont des hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Alors la société vaut plus de $3 milliards en bourse et j'ai eu certains gérants américains que j'ai appelés avec le décalage horaire et ils évoquent une valorisation du titre supérieure à $100, c'est-à-dire encore un doublement, surtout si la FDA américaine, vous savez c'est celle qui donne les autorisations, approuve réglementairement le nouveau prototype déposé par le groupe aux États-Unis. Rendez-vous dans quelques semaines, mais il faudra suivre de très près cette société Nanox. D'abord, c'est un process vraiment révolutionnaire. Le scanner est beaucoup moins cher, il est beaucoup plus léger. Et puis en termes d'imagerie, il paraît que c'est vraiment une révolution technologique. Donc Nanox qui pourrait être un jour... Je sens que vous allez nous en reparler dans les prochaines semaines. Je sens que je vais en parler parce que franchement, ça m'intéresse, surtout qu'il y a une technologie médicale intéressante. Gros plan maintenant, Eric, sur une très belle technologie israélienne.
américaine qui va bientôt s'introduire sur le marché israélien. Alors oui, si j'en parle, la société s'appelle Unicorn Technology, elle va lever 17 millions d'euros. Alors si j'en parle, pourquoi elle est intéressante ? Parce que c'est un fonds d'investissement qui intervient dans le monde informatique notamment. Alors la société a été créée en début d'année avec l'objectif de réaliser des investissements juteux pour ses actionnaires. C'est-à-dire que si vous achetez, Steve, ce genre de société, vous avez accès indirectement au marché des sociétés non cotées, ce qu'on appelle en jargon boursier le private equity. Alors l'idée pour cette société est d'investir entre 1 et 2 millions de dollars par société sur une durée de 3 ans, c'est-à-dire qu'ils vont investir une vingtaine de sociétés. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'en achetant cette société, vous n'avez pas besoin de puiser pour aller regarder les sociétés. Vous achetez un véhicule coté qui vous permet d'investir dans la high-tech israélienne. C'est intéressant notamment parce que tous les fondateurs de la société ont une très longue expérience du capital investissement. Donc Unicorn Technology, premier pas boursier au Taz, c'est-à-dire sur l'indice israélien. On termine, Eric, avec des avancées médicales, avec encore à la pointe de l'innovation une société israélienne, à savoir Mehmet Diagnostic. Oui, alors je suis pas devenu médecin ni pharmacien, mais je trouve quand même que Israël, en termes d'avancées médicales, il faut en parler. On n'en parle peut-être pas assez. On parle des technologies, on parle des éditeurs de logiciels. Là, c'est une entreprise qui est basée à Haïfa, qui développe des kits pour surveiller l'état immunitaire du corps humain. Elle vient de s'associer à une entreprise italienne de diagnostic qui s'appelle Diasorin pour commercialiser un test capable de distinguer les infections bactériennes et les infections virales. Vous savez que la grande problématique, c'est faut-il donner ou pas des antibiotiques ? A priori, quand c'est viral, on donne pas d'antibiotiques, et quand c'est bactérien, on donne des antibiotiques. Faites le porte-parole de l'assurance maladie, Eric. Non, mais la grande problématique, non, c'est pas ça, c'est que la grande problématique, on a vu ça pour le Covid, c'est qu'est-ce qu'on donne, est-ce qu'on donne pas. Franchement, il y a une énorme problématique. Au moins, avec cette société, cela va favoriser des décisions beaucoup plus rapides en matière de traitement. Et puis, ce test marche parce qu'il a montré une efficacité de plus de 95% pour différencier les deux infections bactériennes et virales. Ce produit a également obtenu la certification européenne. Alors, un mot de Mehmet, peu connu, c'est une société fondée en 2009, une société israélienne. Elle a levé plus de 130 millions de dollars. Ça veut dire qu'elle a recueilli auprès d'investisseurs 130 millions de dollars. Et quels sont ces investisseurs ? Il y a un assureur israélien qui s'appelle Clal Insurance. Et il y a surtout un très gros conglomérat chinois qui s'appelle Ping An Group. Donc, Mehmet, pas encore coté en bourse, mais franchement, super intéressant pour juger est-ce que on est bactériologique, est-ce qu'on est viral. C'est vraiment une technologie extrêmement innovante. Et donc, on va en reparler, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans quelques mois, parce que cette société a de beaux jours devant elle. La date est prise, Eric. Merci beaucoup, Eric Lewin, pour cette nouvelle chronique Israël Business. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain. 14h40 avant de rejoindre notre nouvel invité, le chercheur Jean-Louis Samahan. On s'arrête un instant pour mesurer l'accélération du temps diplomatique ces 30 derniers jours. Tout commence publiquement, tout du moins, au milieu de l'été. Depuis des mois, Américains, Émiratis et Israéliens négocient en coulisses. Mais cet été, à la surprise générale, Donald Trump annonce depuis le bureau ovale un accord historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Nous sommes le 13 août. Il y a quelques instants, j'ai organisé un appel très important avec deux amis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, au cours duquel ils ont convenu de finaliser un accord de paix historique. Tout le monde a dit que ce serait impossible. Comme vous le savez, Mohammed est l'un des grands dirigeants du Moyen-Orient. Après 49 ans, Israël et les Émirats arabes unis normaliseront pleinement leurs relations diplomatiques. Même Benjamin Netanyahou semble avoir été pris de court par le choix du moment de cette annonce américaine. Un tweet est d'ailleurs publié dans les minutes qui suivent par le bureau du Premier ministre, alors même que Shabbat est déjà entré en Israël. Dans le pays, les médias passent immédiatement en édition spéciale, reléguant pour quelques heures la crise du coronavirus au second plan. Dans les jours qui suivent, c'est l'affaire des F-35 qui seraient vendus aux Émirats arabes unis par les États-Unis qui fait la une des médias. Nous en reparlerons tout à l'heure. La rumeur bruisse de négociations avec d'autres États du Golfe. Et le 11 septembre, Donald Trump annonce que Bahreïn signera également un accord de paix avec l'État hébreu. Benjamin Netanyahou se félicite de l'ouverture d'une nouvelle ère de paix. Je suis ému de vous informer que ce soir, nous parviendrons à un accord de paix supplémentaire avec un autre pays arabe, avec Bahreïn.
Cet accord s'ajoute à la paix historique avec les Émirats Arabes Unis. C'est une nouvelle ère de paix, la paix pour la paix, l'économie en échange de l'économie. Nous avons investi dans la paix pendant de nombreuses années et maintenant la paix va investir en nous et va apporter de très gros investissements dans l'économie israélienne. Et c'est très important. Les déclarations de Benjamin Netanyahou il y a quelques jours pour annoncer cette normalisation des relations entre Israël et l'État hébreu. Nous allons joindre dans quelques instants notre nouvel invité Jean-Loup Samahan. Je vous propose de marquer une courte pause, le temps de parvenir à joindre cet expert du Golfe. 14h42 sur Radio J. À tout de suite. Tous les matins sur Radio J, 6h, 8h, Ilana Ferradian. Le terroriste lançant aux policiers à terre « Tu voulais me tuer ?» et son frère qui visait la tête avec un « Wesh frérot, on a vengé le prophète ». Aller mieux, oui, mais guérir, non. Certains attendent une guérison, que ce soit thérapeutique. Là, non. Il ne faut pas se tenir donc de cet ensauvagement. Il est juste le fruit de la critique d'Israël de manière outrancière durant plus de 40 ans et de nombreux manquements démocratiques également au sein de la société française. De l'information, du décryptage, de l'humour. C'est ça, Radio J. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, un numéro 01 53 75 25 55. Radio J et Judaïque FM vous proposent des horaires vraiment incontournables pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché. Appelez DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J et Judaïque FM. DPRJ 01 53 75 25 55 01 53 75 25 55. Judith Mergui, 7h40 sur Radio J. Allô, belle maman? Belle maman? Oui, voilà. Non, mais c'est normal que je vous appelle en premier. Enfin, on respecte les anciens. Puis de toute façon, avec votre cataracte, ça doit pas être évident de composer mon numéro sur le clavier. Castex, il a pas pu venir parce qu'il est en semaine. Attends, je comprends pas. Tu veux dire qu'il est en week-end? Non, il est en semaine. Enfin, là, il fait son week-end en semaine. Non, parce que moi, je veux bien que, comme le dit le proverbe, la naïveté soit la grâce des grands hommes. Mais là, à ce compte-là, il est carrément basketteur professionnel, quoi. Je veux dire. Réveillez-vous de bonne humeur tous les matins avec Judith Mergui. 14h44, on rejoint tout de suite notre nouvel invité pour cette édition spéciale consacrée aux accords d'Abraham, Jean-Loup Samahan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé au Middle East Institute de la National University de Singapour. Les accords d'Abraham signés tout à l'heure à Washington vont permettre la normalisation des relations entre Israël d'une part, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn d'autre part. Jean-Loup Samahan, quelles étaient jusque-là la nature des échanges entre ces trois parties ? Alors, tout ce qu'on sait, c'est que les échanges qui ont eu lieu jusqu'à présent depuis plusieurs années portaient à la fois sur des rencontres diplomatiques, des échanges en termes surtout d'échanges de renseignements ou sur les aspects technologiques. Mais ce que l'accord va changer, c'est outre la normalisation des relations diplomatiques, toutes les perspectives économiques qui vont aller avec et potentiellement aussi de la coopération sur des technologies, que ce soit en matière de cybersécurité ou sur, disons, des technologies militaires. Technologie médicale également, en cette période de Covid-19 ? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'un des premiers chantiers qui a été annoncé, notamment aux Émirats, a été la coopération avec Israël sur le développement de technologies médicales autour du Covid. Ça, c'est un aspect aussi qui était assez peu mis en valeur dans les spéculations précédentes et qui, par contre, a été mis en avant par les deux pays depuis l'annonce. On parle notamment d'un accord avec l'Institut Weizmann des sciences israélien. Jean-Loup Samahan, Benjamin Netanyahou a assuré hier soir que les pétrodollars des Émirats et de Bahreïn bénéficieront à la population israélienne qu'on sait touchée par une grave crise économique et sociale en raison de l'épidémie de la Covid-19. Quel type de secteur économique pourrait intéresser les investisseurs des Émirats et de Bahreïn ? Alors, il y a plusieurs domaines qui sont mentionnés pour l'instant dans les perspectives, dans les spéculations. Il y a en premier lieu, comme je disais, tout ce qui est le domaine de la haute technologie,
les industries israéliennes dans le domaine intéressent énormément les Émiriens, que ce soit à Dubaï ou à Abu Dhabi, tout ce qui est lié au développement de ce qu'on appelle les smart cities et également tout ce qui est lié à la cyberdéfense et l'intelligence artificielle, qui sont des grands axes d'investissement d'Abu Dhabi et Dubaï. Après, il y a un aspect qui est peut-être moins mis en valeur, mais qui, je pense, devrait prendre de l'importance, c'est le tourisme. Les Émiriens et les expatriés des Émirats sont une population assez riche et qui a tendance à beaucoup voyager dans la région. Et là, on a, notamment avec l'ouverture des vols et au-delà de la crise du Covid, aussi des perspectives qui devraient être intéressantes pour Israël en termes de tourisme, de développement d'une nouvelle clientèle vers Israël. Une clientèle plutôt aisée ? Voilà, exactement. Et si on regarde dans la région, que ce soit dans les petites îles d'océan Indien ou plutôt du côté de l'Asie du Sud-Est, il y a tout un développement du tourisme qui est lié aussi au tourisme du Golfe et principalement les Émirats, parce que vous avez aussi une importante population étrangère. On parle de 9 millions d'habitants avec donc en grosso modo 1 million de citoyens émiriens, et c'est une population comme vous dites qui en termes de PIB par habitant est assez aisée, et donc un potentiel touristique qui est assez important. Et traditionnellement, c'est une population qui allait notamment à Beyrouth, au Liban. Là, on peut imaginer, compte tenu de la situation, que Tel Aviv, par exemple, est typiquement une destination qui serait attractive pour cette clientèle. On a appris, Jean-Loup Samahan, il y a quelques jours que les dirigeants de Bahreïn avaient assez rapidement contacté le conseiller spécial du président américain Jared Kushner après l'annonce de Donald Trump du 13 août de cet accord historique entre Israël et les Émirats. Bahreïn aurait demandé à normaliser rapidement ses relations avec Israël. Alors, un article du site Axios raconte notamment que Jared Kushner a acheté sur ses deniers personnels un Sefer Torah, un livre de Torah, pour l'offrir comme cadeau au roi Hamad bin Issa al-Khalifa. Qu'est-ce qui a poussé Manama à engager ce processus ? Alors, les deux pays, que ce soit les Émirats ou le Bahreïn, ont leurs propres motivations qui sont assez distinctes. Pour le Bahreïn, il y a déjà un aspect culturel qui n'est pas négligeable, qui est que c'est l'un des rares pays, le seul en fait dans la péninsule arabique qui avait encore une communauté juive, une toute petite communauté juive, mais qui a toujours mis en avant cet aspect historiquement, que le Bahreïn avait préservé la présence d'une petite communauté juive. Après, il y a un aspect qui est beaucoup plus, disons, irano-centré dans le cas du Bahreïn. Et là, on a une logique qui est beaucoup plus, disons, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. La logique émirienne est plus complexe parce que l'Iran n'est pas la seule donnée de l'agenda stratégique émirien. Mais en ce qui concerne le Bahreïn, vous avez, je dirais, ces deux aspects. La motivation vis-à-vis de l'Iran, parce que c'est la préoccupation majeure, voire l'obsession des décideurs au Bahreïn, et aussi, d'un point de vue plus culturel, cette référence qui n'a jamais vraiment disparu dans les discours, la rhétorique bahreïnie, de la communauté juive, de ces liens entre juifs et arabes au Bahreïn. C'est notamment l'une des raisons, avant la normalisation, pour laquelle le Bahreïn était déjà assez actif sur le dossier. On se souvient, il y a quelques mois, des déclarations qui allaient déjà dans ce sens. En quelques mots sur ce premier facteur stratégique et irano-centré, Jean-Loup Samahan, quelles peuvent être les conséquences de ce qui ressemble de plus en plus à une forme d'alliance à laquelle il faudrait ajouter encore certainement l'Arabie Saoudite face à cette menace que peut représenter l'Iran à la fois pour Israël, menace potentiellement nucléaire, et pour ces États du Golfe? Alors, pour l'instant, c'est assez difficile de dire parce qu'il faudra voir dans quelle mesure, comment se matérialise l'accord. On parle quand même d'un processus qui va prendre plusieurs mois, voire une année,
avant que la normalisation se mette en place. Et probablement, comme on le disait, ce sera tout d'abord sur des projets assez peu politisés, la technologie médicale et les aspects touristiques et industriels. Après, tout dépendra de la confiance que ces pays ont entre eux et l'étendue de leur coopération militaire qu'ils veulent entreprendre. Sur le papier, pour l'instant, la donne n'est pas véritablement changée, si ce n'est sur le plan symbolique. On a effectivement la confirmation, comme on en avait l'impression depuis un certain nombre d'années, que les pays du Golfe et Israël convergent sur leur vision de l'Iran. Ça peut prendre aussi une autre tournure en fonction, par ailleurs, de l'évolution du dossier nucléaire, qui est lui-même soumis à de nombreuses inconnues. Tout dépendra de l'implosion ou non de l'accord nucléaire, qui lui-même va dépendre aussi de l'élection à venir aux États-Unis. Donc, disons que pour l'instant, on est encore sur un niveau proprement symbolique, confirmation d'un axe, Golfe, et Israël. qui pourrait se développer dans les prochains mois en fonction du contenu de cet accord, si je vous comprends bien. Voilà. Merci beaucoup Jean-Loup Samand d'avoir été notre invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Middle East Institute de la National University de Singapour. Bon après-midi.